est-ce que vous sentez en fait ces derniers temps un mépris, double mépris qui monte de part et d'autre de la frontière envers des Suisses, envers la France, leurs problèmes économiques, leurs problèmes à se réformer, enfin, ce genre de choses, et de la France vis-à-vis de la Suisse qui n'est pas dans l'Europe, et plus que les problèmes fiscaux, en fait, qu'on lui reproche. Est-ce que vous sentez ça aussi, et comment faire cesser ça, ou comment améliorer la situation, réconcilier un peu les deux pays? Oui, il y a un peu de ça, mais si vous voulez, il y a un peu de ça, mais si vous retirez, disons, le coefficient anthropolitique qui consiste à dire du mal de ses voisins, à faire des blagues sur ses voisins, qui est un truc que la Terre entière connaît. Comment ? Universel. Oui, absolument. Bon. Et ça existe, mais pour moi, ça fait partie des structures humaines de n'importe quelle communauté. Bon. Si vous retirez ça, franchement, y compris dans des temps de crise en France, qui est quand même majeur sur le plan économique et social, je trouve que c'est assez limité et que, disons, l'effacement progressif du problème fiscal, c'est-à-dire de la notion que Genève était l'endroit où les gens planquaient l'argent qu'ils ne déclaraient pas au fisc, c'est quand même pour beaucoup dans un certain apaisement. Mais ce qui est frappant, c'est comment on peut avoir une zone économique aussi intégrée que ce coin de la Suisse dans la géographie française, sans un mode d'administration commun de ce bassin économique. Ça, à mes yeux, c'est aberrant. Et ça m'est arrivé d'en parler avec le préfet local en France, et bien sûr avec le maire, ou la maire de Genève, et le président du Conseil d'État. Le niveau de non-administration commune d'une zone de ce type, alors, à chaque fois, on voit bien sur les transports, par exemple. Alors, on fait un train, on fait une route, ça fait l'objet de négociations horriblement complexes. Il y a des transferts financiers dans un sens, dans l'autre. Mais tout ça se fait mal. Ça se fait entre êtres qui sont différents. Et il n'y a pas du tout l'idée qu'on devrait adapter la gouvernance d'un système comme celui-là à ce qu'est la vie réelle des gens. Et il y a beaucoup de gens pour qui la vie réelle, elle est des deux côtés. Et là, il y a vraiment une espèce de distance incroyable, une espèce si vous voulez, de viscosité du politique et de l'administratif par rapport à la vie quotidienne des gens, donc je trouve que c'est très dommage. Ça, c'est clairement dû au fait qu'effectivement, les gens sont élus d'un côté comme de l'autre sur des circonscriptions, et donc ils doivent convaincre les gens de leur circonscription, et ils sont obligés de jouer sur ce côté universel dont on parlait tout à l'heure, à savoir, je sers les gens de ma circonscription, quoi. Et ça, effectivement, c'est l'écueil. C'est un vieux rêve de tous les partis aujourd'hui, enfin de tous les partis, pas de tous, mais disons des partis de centre-droit et de centre-gauche, je dirais, que de faire effectivement un parlement régional. Mais maintenant, il faut l'accord de Berne et de Paris, quoi. Et la mise en place des communautés d'agglomération françaises n'a pas aidé à un certain principe de subsidiarité qui pourrait s'inspirer justement de... Oui, non, vous avez raison, sauf que, si vous voulez, du coup, maintenant en France, on a les échelons d'administration, communes, départements, régions, nations. Et puis évidemment, on a été avec 36 000 communes dans la vie d'aujourd'hui, ça fait aucun sens pour le ramassage des ordures ménagères, le transport scolaire, les syndicats d'assainissement. Et donc, on a fait de la coopération intercommunale, on a fait des communautés de communes, on a fait des syndicats mixtes, on a fait des communautés d'agglomération. Maintenant, on invente une nouvelle collectivité locale. Il y a une législation en France sur les métropoles. Et donc, on en rajoute on supprime pas l'échelon qui est devenu non pertinent, et donc on rajoute une couche supplémentaire avec ce que ça implique d'administration, de représentation, de dépenses. Et donc, c'est quand même, ça finit par faire un fouillis formidable. Et l'argument principal qui est, moi, je suis maire d'une commune de 300 habitants, tout le monde me connaît, je suis élu, et ça a une valeur politique du point de vue de la subsidiarité, à part les mariages,
qui est pas un acte politique extrêmement significatif. C'est un problème juridique et civique. Mais le maire en question, il est membre d'un syndicat intercommunal. Mais le syndicat intercommunal, c'est pas les gens qui l'élisent. C'est un truc au second degré. Et donc la réalité, c'est que la réalité du pouvoir s'exerce dans ces structures, qui sont des structures dérivées de structures de légitimité primaire. Et je trouve que c'est pas très satisfaisant du point de vue de la démocratie. Là, on a parlé politique, on n'a pas parlé économie et sociale, hein, ce qu'on trouve aussi pas mal dans votre livre, hein, c'est-à-dire l'incroyable différence entre le modèle économique et social suisse d'un côté de la frontière, le modèle économique et social français de l'autre côté, qu'on vit tous les jours avec tous ces Français qui travaillent en Suisse et tous ces Suisses qui vont faire leurs courses en France, qui est quand même un assez étrange échange. Mais les gens qui connaissent l'économie et les marchés vous disent que ça ne va pas marcher comme ça, quoi, hein. Et pourtant, il y a vraiment bien une écluse, et du point de vue du droit du travail, et du point de vue des rémunérations, et du point de vue de la productivité. Et de l'autre côté, si vous allez faire vos courses chez Coop ou Migros, vous payez quand même nettement plus cher que chez Carrefour, alors que la théorie économique dit qu'à partir du moment où les gens peuvent passer la frontière, ça devrait s'égaliser. Ben non, ça ne s'égalise pas. Bon. Donc là, il y a des petits mystères, mais je trouve que cette forme de cohabitation est très intéressante, et je trouve que c'est bon pour les Français. Donc comme social-démocrate, je trouve que c'est bon chez les Français d'avoir à côté de chez eux, disons, le modèle de centre-droit de ce qu'est la Suède en centre-gauche. Hein, parce que pour moi, la Suisse, c'est pas une social-démocratie au sens historique et politique du terme, mais quand vous regardez les caractéristiques de l'économie, de la société suisse, et notamment, par exemple, les inégalités, la Suisse est un pays où, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les inégalités sont faibles par rapport à... Alors, évidemment, c'est un pays riche, donc c'est plus facile d'avoir des inégalités faibles dans un pays riche, mais il y a quand même là un modèle, pas au sens où on doit le limiter, mais qui est assez caractéristique et qui, je trouve, en tout cas pour mes compatriotes, devrait aussi, dans un certain nombre de cas, les faire réfléchir sur les vertus de l'ouverture économique, sur les vertus d'une certaine décentralisation sociale, et regardons le taux de chômage. Hein, et là, il n'y a quand même pas photo, quoi. Bonjour, je m'appelle Gorgui Ouad, je suis journaliste sénégalais. Ne pensez-vous pas qu'une meilleure connaissance de l'histoire même qui relie Français et Suisse, comme vous l'avez étayé dans votre ouvrage, permettrait aujourd'hui de mieux faire descendre cette tension qui existe entre les différentes populations, surtout, notamment, entre les deux frontières? Ma réponse est oui. Évidemment qu'il serait bon que la connaissance de l'histoire et de l'histoire commune se répande. C'était un vieux projet que j'avais, parce que donc, je suis producteur audiovisuel, mais je n'ai jamais trouvé les fonds. Il y a 15-20 ans, j'avais envie de faire ça au niveau européen. Faire une histoire des pays, des relations entre les pays, mais ça veut dire des relations amicales et des guerres aussi, parce que ça crée des liens de toute façon, quoi. Et ça serait vraiment intéressant à développer. Quand je travaillais avec le directeur de cabinet de Delors, Le Goff, qui est un historien français formidable, avait convaincu Delors d'essayer de pousser pour faire un manuel d'histoire, niveau classe de préparation, disons post-bac, franco-allemand. Et ça devait être dans les années 90-92, je crois que ce manuel a fini par voir le jour 13 ans après. Le temps de consulter les différentes autorités, notamment académiques. C'est d'ailleurs, j'en ai un, c'est très intéressant. Et il me paraît évident que, disons, la construction européenne passe aussi par là, parce que la connaissance de ce qui formate les imaginations, les histoires, les mythes... et il y a plein de ça dans l'histoire suisse, y compris des histoires qui sont totalement légendaires et qui ont vraiment bien structuré les mentalités collectives. Et ça, c'est évident. Et ça, de ce point de vue-là, ce bouquin
est extrêmement fouillé, plein d'anecdotes, d'histoires qui sont remises, si je puis dire, en situation. Et c'est vrai que c'est très amusant de pénétrer là-dedans, ça n'a pas de doute.